Victor, on parle beaucoup de Weinberg de plus en plus en Occident, et de plus en plus d'écrits parlent de lui, mais on ne voit pas forcément quel homme il est. On se pose des questions sur Shostakovich parfois, mais je crois que tu as eu la chance de rencontrer Weinberg, de le connaître, d'aller chez lui. Quel personnage c'était? Oui, c'est vrai que j'ai eu l'honneur et l'immense plaisir de le connaître, de l'avoir connu personnellement. J'avais 15-16 ans et c'était grâce à ma mère, violoncelliste et compositrice Victoria Jagling, qui était collègue et amie de Weinberg, que voilà, que j'ai pu faire sa connaissance. Et évidemment, je connais, je savais que c'était un très grand compositeur et je connaissais déjà sa musique. Mais disons maintenant, je le découvre aussi de nouveau et sa grandeur, disons comme ça, devient de plus en plus apparente pour moi maintenant, spécialement quand je joue sa musique. Donc, et j'ai eu aussi un immense plaisir de jouer pour lui plusieurs fois, donc d'avoir des discussions purement, disons, professionnelles avec lui. Je m'en souviens très bien que j'ai joué la Kreisleriana de Schumann pour lui, une sonate de Mozart, puis on a écouté ensemble mon enregistrement, parce que j'ai commencé de jouer des récitals très tôt, donc on a écouté mon enregistrement des morceaux de Brahms, et évidemment ses commentaires, disons peu de commentaires. Peu de commentaires, pas parce que, pas parce que je jouais si bien, mais il ne parlait pas trop, ou bien il parlait assez peu, mais il me regardait comme ça, tournait les pages, mais ce qu'il a dit était d'une immense valeur, et pas seulement valeur, je dirais, purement professionnelle, mais comme toutes les personnes de cette envergure, disons, humaine et artistique, il émanait quelque chose, je ne sais pas, c'est très difficile de dire ce que c'est, mais il y avait un courant fluide en fait. Oui, oui. Voilà. Et donc, il a raconté des choses très intéressantes de point de vue historique. Par exemple, il racontait de la Varsovie des années avant la Deuxième Guerre mondiale. Il racontait en détail l'histoire du commencement de la guerre et de son chemin vers l'Union soviétique. Et puis, il parlait le russe évidemment parfaitement, mais avec un accent polonais très fort. Donc, comment dirais-je, à ce temps-là, la société soviétique était quand même encore très fermé. Donc dans lui, il avait cet élément qu'en même temps, simultanément, il appartenait à l'intelligentsia, il était russe, mais en même temps, il restait quelque part étranger. Et par sa culture aussi. C'était un homme très raffiné. Des manières, par exemple, dans le sens, disons même plus superficiel, il était très raffiné, extrêmement délicat, très souriant, il souriait presque tout le temps,
extrêmement modeste. Je vous dis, sans peur d'exagérer, que c'est peut-être l'homme le plus modeste que j'ai connu dans ma vie. Sans exagérer. Et je dois aussi avouer que j'ai toujours des difficultés de quelque part marier, entre guillemets, cette extrême modestie et cet homme, il était petit et si modeste, de marier voilà, cette apparence, disons, de lui et sa musique tellement pleine des passions, d'une énorme puissance. Donc pour moi, c'est toujours quelque part, c'est énigmatique. Voilà, puis tu me parlais l'autre jour lors de nos répétitions, oui, de son humour également. Oui, il avait beaucoup d'humour et comme je dis, il était très souriant. Bon, c'était justement l'année, peut-être 91, et c'était la période très difficile dans le sens très terre à terre. Ça veut dire que pour lui aussi, financièrement, c'était une période difficile. Il ne rajeunissait non plus. Et voilà, c'était le temps avant la disparition de l'Union soviétique. Donc c'était difficile. Et on était chez lui et voilà, il mangeait quelque chose. Il y avait un petit saucisson sur l'assiette. Il a regardé attentivement et a dit: mais j'ai le sentiment que ce saucisson était né la même année que moi. Voilà, c'est un exemple de son humour. Il disait des choses comme ça très souvent. Mais quand il s'agissait de musique, il devenait silencieux, il regardait très attentivement, écoutait attentivement. Mais comme j'ai dit, il ne disait pas beaucoup, mais ce qu'il disait était très signifiant. Là, on parle beaucoup de Weinberg, le pianiste, on en entend parler parce qu'il a créé cette romance de Shostakovich, parce qu'il a créé son propre trio, parce qu'il a, je crois, fait l'avant-première de la seconde sonate de Shostakovich. Et est-ce qu'il parlait, est-ce qu'il jouait encore, il pratiquait encore le répertoire justement Schumann, Mozart, disons comme ça, il n'a pas joué pour moi, il n'a pas touché le clavier, oui, ou peut-être quelque chose, 3-4 notes, pas plus que ça. Mais il racontait beaucoup, c'était un pianiste brillant. Et on a des témoignages parce qu'il y a le quintet enregistré avec le quatuor Borodine, il y a la 10e symphonie à 4 mains avec Shostakovich, quand même un document extraordinaire. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, les sonates pour violoncelle aussi, les deux enregistrés par lui avec Vassili, peut-être, si je ne me trompe pas. Il y a des autres choses, donc on a des témoignages, et l'enregistrement du quintet, par exemple, voilà, c'est, à mon avis, pianistiquement même, dans le sens purement pianistique, c'est extraordinaire. Et en fait, d'abord, si je ne me trompe pas, il voulait devenir pianiste, pas compositeur. Et il a fait toutes ses études au conservatoire de Varsovie, si je ne me trompe pas, chez Turczynski, qui est un grand professeur. Je peux me tromper, mais je pense que c'est correct. Et puis, à cause des circonstances, bon, il a dû fuir de la Pologne, mais même avant, il me racontait qu'il jouait pour Joseph Hoffmann. Je pense que ce fait est mentionné dans le bouquin qu'on connaît, la biographie de Weinberg, mais je pense que peut-être je suis seul qui connaît en détail sur ça. Il a joué l'Islamé de Balakirev. Voilà, et pour jouer Islamé de Balakirev, il faut quand même énormément de virtuosité.
Il me disait aussi qu'il assistait au concert extraordinaire à Varsovie. C'était quand même une capitale, c'est toujours une capitale très importante, mais avant la guerre, je veux dire, tout le monde jouait à Varsovie. Il a assisté à un concert de Rachmaninoff. Donc c'était quand même quelque chose. Puis on a discuté aussi quelques enregistrements de ses œuvres, par exemple les enregistrements du concerto pour violon, que j'aime beaucoup. Et à ce temps-là, j'ai acheté justement un disque vinyle. Avec Rojdestvinsky et Kogan, c'était justement la création de ce concerto. Et Weinberg m'a dit non, n'écoutez pas s'il vous plaît ça, non, seulement avec Kondrashin, parce qu'il n'était pas content de cette prestation. Puis, bon, il y a beaucoup de souvenirs, mais des autres questions? Je sais qu'à certaines époques de sa vie, on l'associe pour Shostakovich, il était très proche de Mahler. Mais quelle était sa relation avec le grand répertoire? Il en parlait un peu. Est-ce qu'il avait une affection pour Mozart, pour Schubert, est-ce qu'il s'exprimait à cet égard? Parce qu'on sait qu'il a fait aussi beaucoup de musique de spectacle, de cirque, d'opéra lyrique extraordinaire. Donc on voit un profil qui est un peu du côté de musique vraiment dans le XXe siècle ou dans un ancrage dans la musique populaire juive entre autres. Mais est-ce qu'il avait des références et des affinités particulières avec certains compositeurs classiques ou romantiques? Est-ce qu'il en parlait ou est-ce qu'il se taisait là-dessus? Je n'oserais pas répondre à cette question parce que je ne m'en souviens pas de quelque chose de particulier, disons, à l'intérieur de nos discussions. Je m'en souviens très bien que nous avons écouté beaucoup ensemble. Comme j'ai dit, on a écouté le morceau de Brahms, Klavierstück opus 119, on a discuté ça, mais il ne disait pas que, par exemple, Brahms, c'était sa passion. Il ne s'exprimait pas comme ça. Puis je m'en souviens bien qu'on a écouté ensemble l'enregistrement du concerto pour violoncelle et orchestre de ma mère, numéro 2. Voilà, on a bien écouté tout, et puis il a fait quelques commentaires très intéressants sur l'orchestration. Ça, je m'en souviens bien. Elle a dit, mais est-ce que vous pensez que ça serait peut-être plus... Donc, ça, c'était vraiment spécial. Mais, disons, à ma présence, il ne disait pas que voilà, Beethoven c'était son Dieu ou quelque chose comme ça. Non. Comme vous pouvez le faire de Haydn à la fin de sa vie, mais il n'avait pas ce... Non. Et moi, personnellement, évidemment, je ne peux pas agir, si je puis dire comme ça, en tant que connoisseur de Weinberg, loin de ça. Oui, c'est vrai que je connaissais sa musique depuis mon enfance, et on a eu toujours des partitions, ces partitions dans notre bibliothèque, et j'ai eu je répète, immense honneur de le connaître personnellement, mais maintenant, puisque le patrimoine de Weinberg est tellement vaste, je suis également, comme nous tous, en train de découvrir, mais quand je le découvre, c'est toujours sa personnalité vivante qui est devant mon regard intérieur, disons comme ça. Mais l'ambiance, parce qu'on voit des photos où c'est marqué en anglais « In his study 1965 »,« In his study 1982 ». Et c'était quoi l'ambiance? Donc tu le disais très austère. Très austère. Très austère. Je dirais le strict nécessaire. Un petit piano droit. Rien de spécial, pas de Steinway, pas de... Auparavant, beaucoup de partitions, mais un peu cachées, disons, derrière les... Comment dire? Les rideaux. Oui,
oui. Donc, je m'imagine que consciemment ou inconsciemment, il a, disons comme ça, meublé sa chambre d'une telle façon que rien ne puisse déranger disons, au processus de la création, parce que si on... je veux dire, vous savez, quand on ferme les yeux, le fonctionnement de notre cerveau devient plus actif. Je le dis à mes élèves de travailler comme ça à l'aveugle, parce que comme ça, rien ne dérange. Et je pense que c'était quelque part la même philosophie. Je m'en souviens bien que la chambre était parfaitement isolée du monde entier. Il y avait les portes, il y avait du matériel, je ne sais pas comment dire, comment ça s'appelle, isolant, quelque chose comme ça, oui. Et voilà, il était complètement isolé du monde entier. Donc les bruits extérieurs, je ne sais pas, de la cuisine, de la vie quotidienne, ne pénétraient pas. Donc on a dit à tout le monde, je m'en souviens, d'accord, on va maintenant... on va se retirer, voilà, je vais jouer Kreisleriana pour lui, et voilà, on a fermé la porte, et le feeling, le sentiment était tout à fait particulier, puisque ce n'était pas plus quelque part à Moscou ou à Russie, mais on était ensemble avec lui quelque part sur cette planète, et c'est tout. Avec Schumann, qui était également présent. Donc, de souvenirs très particuliers. Il n'était pas obsédé. Donc, quand il nous recevait, quand on était ensemble, il était assez relaxé. Il était, si je puis dire comme ça, normal. Comme je te disais hier, quand même Shostakovich, je ne le connaissais pas évidemment parce que bon, j'étais né en 1975. Ma mère le connaissait, mais même en regardant les documentaires, les vidéos, on voit que Shostakovich donnait quand même une impression assez particulière. Une impression d'une énorme tension intérieure. Je dirais comme ça, et sa façon de parler, de s'exprimer était assez particulière. Je pense que tout simplement c'était, pour les gens comme ça, le génie, c'est un grand poids quelque part. C'est pas simple, ni psychiquement, ni physiquement. Tandis que Weinberg, il faisait l'impression tout à fait si vous me permettez de le dire, balancé. Donc il était très concentré sur ce qu'il faisait, mais en même temps il émanait une grande lumière. Il était très, voilà, ça c'est important, il était très lumineux comme être humain. Voilà. Quelque chose voilà, et quelque chose de fondamentalement positif. Malgré la tragédie dans sa musique, il y avait quelque chose de fondamentalement majeur.